Bonjour, nous sommes le jeudi 18 juin 2015. D'habitude, vous le savez, je fais ces petites vidéos, excusez-moi, le temps qu'il fait, je les fais le vendredi, mais là, demain matin, je serai dans le train alors où je fais d'habitude la vidéo. Et en plus, je ne sais pas dans quelles conditions je pourrais enregistrer ma vidéo parce que je ne sais pas encore où je dormirai ce soir. On m'a promis le gîte après l'exposé que je ferai en compagnie de Sophie Vanish dans le cadre du Lavoir moderne parisien, conférence organisée par la plateforme qui, comme vous le savez sans doute, est le mouvement qui se crée autour de messieurs Montebourg et Pigasse. Alors voilà, si vous êtes à Paris, venez, ça se passe donc dans le 18e, un petit peu au nord de la gare du Nord précisément. Et venez nous écouter, ça peut être intéressant, ça peut être certainement intéressant, un débat entre Sophie Vanish et moi. Nous avons déjà eu l'occasion de parler en compagnie, une fois c'était à Ce soir ou jamais, et une fois c'était dans le cadre d'un débat sur la Révolution, mais dans ce cas-là nous n'étions pas seuls parce qu'il y avait également monsieur Nicolas Bavrez. Venez donc nous écouter. Alors de quoi est-ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Eh bien, d'abord vous avez dû constater que j'écris pas beaucoup de papier en ce moment. Alors vous le savez, j'écris un bouquin qui s'appellera Le dernier qui s'en va éteint la lumière. Mais ça c'est pas la première fois que j'écris des bouquins parce que en général quand je le fais, je vous propose sous forme de billets des chapitres ou des morceaux de chapitres. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je travaille pas mal, je travaille beaucoup dans le cadre de ce haut comité, pour d'experts sur l'avenir du secteur financier en Belgique. Avant-hier, je me retrouvais dans une discussion avec le gouverneur de la Banque centrale belge, la Banque nationale de Belgique. C'est la première fois que je rencontrais ce monsieur qui nous a fait un exposé intéressant et nous, les experts, nous lui avons posé des questions et aujourd'hui, tout à l'heure, à 14 heures, je fais un exposé sur des choses auxquelles j'y réfléchis personnellement. Voilà. De quoi est-ce que je vais leur parler? Je vais leur parler de comment on mesure la taille d'un secteur financier et qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme barème pour quelle devrait être la taille du secteur financier d'un pays. Bien entendu, moi je défends le point de vue de la finance au service de l'économie. Et donc il faut quelque chose dont la taille corresponde à celle de l'économie. Mais ceci dit, vous le savez sans doute, on a l'habitude de mesurer la taille d'un secteur financier par rapport au PIB. Par rapport au PIB, mon ennemi, un de mes ennemis préférés, un chiffre qui n'a pas grande signification, et d'autant plus que les opérations financières, la manière dont elles sont calculées, dont leurs revenus sont calculés pour entrer dans le PIB, est une farce, c'est une blague de mauvais goût. La méthode qui est utilisée, c'est celle-ci, c'est simplement de dire que pour tout ce qui est de l'ordre de l'intermédiation, comme on dit, c'est-à-dire des prêts, eh bien, quelle est la contribution au produit intérieur brut? Vous n'allez jamais le deviner, parce que c'est à mourir de rire. C'est la différence entre le taux auquel les banques prêtent et le taux auquel elles empruntent. Voilà. Alors, eh bien, si une banque vous emprunte à du 1,2 et qu'elle vous prête à du 3,5, ça fait du 2,3, j'ai l'impression, qui va multiplier par le montant du prêt. C'est ça la contribution au produit intérieur brut. Alors, les personnes qui ont eu cette idée brillante, et en fait, c'était pas au 19e siècle quand on comprenait encore rien du tout à l'économie, je crois que c'est dans les années 90 qu'on a inventé ce truc qui s'appelle FISIM, Financial Intermediation, pour mesurer indirectement la contribution au PIB. Ce système oublie que on pourrait mettre, et ça arrive tous les jours, qu'on puisse inclure à l'intérieur d'un taux d'intérêt qu'on demande une prime de risque. Bon, moi j'ai travaillé des années dans le secteur américain du prêt au logement et du prêt à la consommation. Comment est-ce qu'on fait le calcul? On regarde effectivement à quel taux on emprunte soi-même, parce que, je vais vous dire un gros secret, l'argent que les banques prêtent, elles ne l'inventent pas par un simple jeu d'écriture, non, elles sont obligées de l'emprunter elles-mêmes. Voilà, c'est la dure réalité.
Et bon, voilà, c'est un élément. On commence par regarder à quel prix à quel taux on doit s'acquitter, de quel taux on doit s'acquitter soi-même avant d'emprunter. On ajoute à ça les frais. Les frais, ben, c'est quoi? C'est de payer des employés pour s'occuper de ça. On ajoute une marge de profit, en général de 1%, et on ajoute la prime de risque. Voilà. Pourquoi? Ben, parce qu'on est obligé de créer une cagnotte en prévision des jours où il y aurait des gens qui ne rembourseraient pas, et c'est la prime de risque. Alors, avec ce calcul absolument stupide du FISIM, ça explique pourquoi, dans les périodes où tout s'effondre, comme en 2008 ou en 2009, la taille du secteur financier devient énorme dans le calcul du PIB. Pourquoi? Ben parce qu'on se dit à ce moment-là, au moment où tout s'effondre, on se dit que les autres ne rembourseront pas et on gonfle la prime de risque. C'est-à-dire, en fait, on constitue des provisions, des réserves pour l'argent qu'on ne va pas gagner, pour l'argent qu'on va perdre. Et tout cet argent supplémentaire qu'on va perdre, toutes ces provisions qui sont faites, toutes ces réserves, toutes ces primes de risque, eh bien, nos génies l'ajoutent au produit intérieur brut. Et c'est pour ça que vous verrez que aux États-Unis en particulier, il n'y a pas eu d'époque où l'industrie financière a apporté une contribution plus importante à l'économie qu'en 2009. Pourquoi? Parce qu'on ne prêtait qu'à regret et en ajoutant des primes de risque considérables. Bon, alors, s'il faut évaluer la taille d'un secteur financier par rapport à un chiffre qui est constitué comme ça, c'est-à-dire on considère comme c'est la croissance, le fait de constituer des réserves pour les pertes, c'est-à-dire un chiffre négatif qu'on va essuyer, eh bien on est mal barré. Donc la première chose à faire aussi, donc c'est de modifier ce calcul de la manière dont le secteur financier contribue à l'économie d'un pays. Alors, de quoi est-ce que je vais encore parler aussi? Eh bien, des stratégies qui doivent être mises en place. Parce que vous le savez sans doute, les pays sont extrêmement libéraux à donner leurs garanties à ceci ou à cela. Vous avez 100 000 euros sur votre compte, eh bien, ne vous inquiétez pas, l'État trouvera toujours le moyen pour vous payer ces 100 000, quoi qu'il arrive, etc. Bon. Est-ce que les États calculent vraiment, enfin si, les États calculent sans doute combien ça représente, mais est-ce qu'ils ont vraiment quelque part les sommes qu'il faudrait dégager? Non, bien entendu. Le calcul sur les provisions est très mal fait, le calcul des garanties de l'État est très mal fait. Quand l'État intervient, ce qu'on appelle du bail-out, et qu'il emploie l'argent du contribuable pour renflouer les caisses, est-ce qu'il y a vraiment une politique pour cela? Non, on le sait bien, il n'y a pas de politique, c'est le too big to fail, le systemic risk, c'est-à-dire qu'on paiera bien l'argent qu'il faudra. Maintenant, avec l'affaire de Chypre, vous le savez, on a introduit aussi la notion du bail-in. Ah ben oui, il y a de l'argent sur les comptes des gens, etc. Mais comment faudrait-il faire pour avoir une politique, une véritable politique de bail-in et de bail-out? C'est-à-dire une stratégie de gestion du risque à l'échelle d'un pays. Bon, voilà, alors donc je parlerai de tout ça tout à l'heure. Et petit à petit, moi je commence à comprendre à quoi je sers dans un comité comme ça. Je commence à comprendre pourquoi on me fait venir. Parce que, bon, vous l'avez vu, d'abord au départ, ma stupéfaction était absolument totale. Je me dis pourquoi on fait venir un gars comme moi là-dedans qui va jeter la pagaille, etc. Et puis petit à petit dans les réunions, je me rends compte de ce qui se passe. Eh bien, on accueille de manière bienveillante et avec plaisir le fait que j'ouvre l'horizon. Dans la discussion qu'il y a eu avant-hier, bon, je ne parle pas du contenu, mais avec le gouverneur de la Banque centrale et quelques-uns de ses collaborateurs proches, au bout d'un moment, on se tourne vers moi et on dit est-ce qu'il y a encore d'autres questions à poser, en particulier celle de Paul. Et les questions que je pose, eh bien, ça ouvre entièrement l'horizon. Je m'adresse au cadre, je parle de choses qui n'effleureraient pas, en fait, les gens qui sont là. Je parle des choses d'une autre manière, comme si je regardais ça, je dirais, d'une énorme altitude, alors que les discussions, c'est une critique, je veux dire, c'est une critique assez modérée que je vais faire, mais c'est une vraie critique, alors que les discussions jusque-là, se déroulent, je dirais, dans un cadre intellectuel assez incestueux. Tout le monde est d'accord avec tout le monde, on est un peu dans la pensée unique, et j'en avais parlé la fois dernière, ou j'en ai parlé aussi dans des chroniques récemment. On est à l'intérieur d'un monde où les questions épistémologiques ne se posent pas.
tout est de l'ordre de l'évidence, l'argent on le perd ou on le gagne, etc. C'est un cadre extrêmement, je dirais, simplifié en fait par rapport à la réalité foisonnante qui se trouve en arrière. Alors, comme tout à l'heure, comme autre chose à propos donc de l'exposé que je vais faire tout à l'heure, est-ce que quelqu'un d'autre, à l'intérieur de ce groupe de 8 personnes pourrait faire un exposé de ce type-là? D'un point de vue technique, sans doute, oui, il y a des gens qui sont extrêmement compétents, mais est-ce que ça leur serait venu à l'idée de poser les questions, je dirais, dans le cadre que j'ai posé? Je peux pratiquement dire certainement que non. Quand j'ai parlé de cet acronyme FISIM, qui est la manière dont on désigne la façon dont les opérations financières sont utilisées, sont comptabilisées dans le PIB, eh bien, j'ai bien pu voir que c'était une notion qui n'était pas familière aux autres membres du groupe. Donc, là aussi, j'ouvre l'horizon et j'ai le sentiment de jouer un rôle utile. Parce que bon, voilà, mon rapport va circuler, on va le faire circuler, il sera montré à d'autres, ce sera traduit en néerlandais, enfin moi je l'écris en anglais, ce sera traduit en français, en néerlandais, ça circulera en anglais, ce sera visible par d'autres aussi. Je crois que c'est utile. Et comme je le disais, ce qui change, c'est que ma compréhension de ce qu'on demande de moi et pourquoi on me le demande commence à m'apparaître clairement. On me demande d'apporter une compétence un peu différente de celle qu'on a d'habitude dans ces petits groupes. Et c'est ce que je fais. Et ça me demande pas mal de boulot. C'est très intéressant. Mais ça explique une présence en ce moment un petit peu plus mince sur le blog, du moins du côté des articles rédigés. Voilà, à la semaine prochaine.